Analyse du chapitre 1, comment Candide fut élevé dans un beau château et comment il fut chassé d'icelui. En Westphalie vivait dans le château de Thunderdentruck toute une famille noble, le baron du même nom, l'un des plus puissants seigneurs de la province, la baronne aux formes plantureuses, leur fille Cunégonde, âgée alors de 17 ans, haute en couleur, fraîche, grasse, appétissante, et le jeune Candide, fils naturel de la sœur du baron, et d'un bon et honnête gentilhomme du voisinage, sans oublier le précepteur Pangloss, qui professait la métaphysico-théologo-cosmogologie. Tout était au mieux dans le meilleur des mondes jusqu'au jour où Cunégonde, ayant vu le docteur Pangloss donner une leçon de physique expérimentale à la femme de chambre de sa mère, se retrouva seule avec Candide derrière un paravent, désireuse elle aussi de connaître les rudiments de la physique. Et Candide est ainsi chassé du château à grands coups de pied dans le derrière pour avoir osé embrasser une jolie baronette. Voilà. On va parler d'abord d'un monde d'illusions et de faux semblants. Alors, comme disait Proust, les vrais paradis sont ceux qu'on a perdus. Pour Candide, le paradis originel de Thunderdentruck sera sans doute perdu lorsqu'il sera, tel l'Adam biblique, chassé ignominieusement et lorsqu'il découvrira difficilement qu'il s'agissait en fait d'un paradis illusoire tout au long du récit. Voilà, cette illusion, le contenu du chapitre l'a fait sentir à plus d'un titre. D'abord, il y a l'illusion de la noblesse. Alors, si vous avez vu la vidéo à propos de la vie de Voltaire, vous n'êtes pas sans savoir que le roturier Voltaire n'a jamais oublié l'humiliation que lui a infligée le chevalier de Rohan en 1726. Sa harangue à l'égard de la noblesse se marque ici quand il souligne par exemple la vanité des titres nobilitaires. Par exemple, la mère de Candide ne voulut jamais épouser son amant parce qu'il n'avait pas assez de quartiers de noblesse. Nous apprendrons d'ailleurs plus tard qu'il lui en manquait 1 sur 72. La vanité du Hobro, qui essaye aussi de jouer au grand seigneur alors que son château, au miracle, avait une porte et des fenêtres et qu'ils en sont réduits à manger du porc toute l'année. Et finalement, la vanité des courtisans qui ne manquent pas une occasion de manifester leur zèle avec flagornerie. Il y a encore, en deuxième lieu, l'illusion de l'amour. L'amour, le cher amour, qui va être le mobile majeur de Candide tout au long du conte, qui entreprendra tout pour retrouver sa chère et belle Cunégonde. Eh bien, cet amour apparaît d'abord sous la forme polissonne et métaphorique d'une leçon de physique expérimentale que dispense, avec d'ailleurs beaucoup d'allant, le philosophe Pangloss à la bonne Paquette, qui est une femme de chambre de la baronne. Il est vrai qu'elle est, nous dit-on, très jolie et très docile et que ces leçons de philosophie-là n'ont rien de rébarbatif. Donc l'amour apparaît d'emblée sous la forme grivoise des contacts épidermiques où le sentiment d'ailleurs n'a guère de place. En troisième lieu, on pourrait parler dans ce chapitre de l'illusion de la philosophie. La philosophie, dans ce chapitre, se signale d'abord par un discours sophistique. C'est le règne du verbe qui réussit presque à faire prendre des vessies pour des lanternes, des vérités pour des évidences et des innovations révolutionnaires. Quelle faconde faut-il pour prouver admirablement qu'il n'y a point d'effet sans cause? Quelle outrecuidance pour proclamer que ceux qui ont avoué que tout est bien ont dit une sottise? Il fallait dire que tout est au mieux dans le meilleur des mondes. Quelle servilité finalement pour transformer le propos philosophique en éloge dithyrambique. Dans le meilleur des mondes possibles, le château de Monseigneur le Baron était d'ailleurs le plus beau des châteaux. Ainsi, toute cette incipit se place sous l'égide de la beauté et du meilleur des mondes. Et on terminera en disant quelle distance y a-t-il entre le mentor adulé par Candide, soit Pangloss, et l'image de flagorneur, fornicateur, radiocinateur que nous laisse le conteur du maître philosophe, qui se montre comme un philosophe
optimiste. Passons à la deuxième idée d'analyse pour ce chapitre, à savoir celle de l'ordre et du désordre social. Alors cet univers de Thunderdam Truck est évidemment figé dans sa féodale hiérarchie, complètement ancrée dans des valeurs médiévales du Moyen-Âge. Et cet univers se veut, d'ailleurs, telle la société monarchique de droit divin, intangible et absolument parfaite. On vient de voir d'ailleurs que l'optimisme philosophique lui donne une caution idéologique, c'est-à-dire que en fait, ce royaume est le meilleur des royaumes possibles, et il est placé en tant que tel dès le début du récit. Ainsi, cet ordre donc hérité de droit divin et hérité en fait de l'ancien monde moyenâgeux, le conteur Voltaire le respecte, sauf lorsqu'il présente liminairement son héros éponyme. Monsieur le baron, madame la baronne, son fils, sa fille, le roturier et néanmoins philosophe Pangloss, tout ce petit monde vit au mieux dans le meilleur des mondes. Évidemment, cet ordre social n'est remis en cause que par les émois amoureux aux conséquences imprévisibles. En effet, la sœur du baron donne le jour à un bâtard, et ce bâtard vient rompre avec cet univers hiérarchique et idéalisé. Candide, lui, enfant naturel, ose à son tour profaner une jeune et jolie baronette, alors que ceci n'est pas du tout prescrit dans l'ordre hiérarchique et dans les filiations qu'on avait prévues. C'est pourquoi tout doit rester dans la norme dans ce monde. Pas de mariage déclassé pour la mère de Candide, pas de grâce pour le bâtard Lubric qui ose s'éprendre de la fille d'un des plus grands seigneurs de la Westphalie. Ici, le monde de Voltaire est évidemment ironique, il dénonce ces hiérarchies de classe, de droit divin, nommé ad aeternam dans cet ordre-là inébranlable. Parlons à présent de l'art du conteur. Alors, dès le début du récit, Voltaire d'emblée crée un ton, un style qui résulte de la symbiose parodique de presque tous les styles et tous les genres narratifs de l'époque. Il se pose d'abord en portraitiste caricatural, tel un La Bruyère dans ses caractères, mais chez Voltaire, le trait est plutôt léger et incisif. Souvent, quelques mots, on voit d'ailleurs que le chapitre est très court, quelques mots donc suffisent à esquisser la silhouette du personnage, tantôt physique pour Madame la Baronne qui pesait environ 350 livres, environ donc 120 kilos de notre époque, et qui s'attirait par là une très grande considération. On se rappelle qu'à cette époque, les femmes maigres étaient considérées comme malades. Tantôt moral, ces descriptions, par exemple, il avait le jugement assez droit avec l'esprit le plus simple, et tantôt objectal quand on nous décrit Cunégonde, haute en couleur, fraîche, grasse et appétissante, et cette Cunégonde apparaît de prime abord comme un bel objet sensuel à déguster sans attendre. Cette description est aussi dramaturge. D'abord, il y a une petite comédie érotique, un peu grivoise, d'une journée d'été, et qui est construite en 3 actes. Acte 1, le philosophe Pangloss qui lutine notre servante. L'acte 2, comment l'esprit vient aux jeunes filles en fleurs. Et l'acte 3, la colère du baron Jéhovah qui s'appesantit sur celui qui a osé goûter aux fruits défendus. Rideau, et tout fut consterné dans le plus beau et le plus agréable des châteaux possibles. Le malheur s'abat sur ce paradis idéal.